Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je voudrais faire une vidéo d'auto-diagnostic, d'auto-critique et en même temps vous parler des difficultés du conseil à distance, du paramétrage à distance, de mon point de vue, du point de vue de mon métier, mais en même temps ça va certainement parler à un certain nombre d'artisans et d'autres collègues. Je vais prendre l'exemple d'un client avec qui j'ai eu quelques petits soucis sur lesquels je voulais déjà faire une vidéo, mais je vais plutôt m'en servir de base pour vous expliquer des choses. Je vais prendre une certaine chronologie en oubliant un certain nombre de choses pour être le plus basique possible, mais quand même en vous expliquant des petits détails. Peut-être que le client en question apprendra des choses sur son installation si je l'explique un peu différemment ici. L'objet de la vidéo est d'analyser un petit peu si je continue sur cette voie en termes de conseil et diagnostic. Est-ce que je change des choses? Est-ce que je donne des obligations, des prérequis, des conditions à la réalisation d'un conseil et d'un paramétrage à distance? Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Guillaume Piton, je suis professionnel de l'autonomie énergétique. Je réalise des planches techniques et des coffrets pour la clientèle. Je ne les installe pas dans le bâtiment, je les installe en général dans des situations de loisirs et agricoles, mais j'interviens de temps en temps à la demande des clients pour conseiller, dimensionner, parfois faire des schémas électriques. J'essaie d'en faire le moins possible, parce qu'en général c'est plutôt le schéma de l'intervenant qui est le plus important. Et parfois j'interviens après pour du paramétrage, pour du dépannage, de la réparation, quelque chose qui n'a pas été fait jusqu'au bout, ou alors lorsque le client est un peu dans l'impasse face à un éventuel problème, là j'interviens. Et c'est un peu dans ce cadre-là que intervient cette vidéo. Moi je suis un intervenant extérieur, donc je vais vous donner un exemple. Donc le client en question a décidé d'installer un matériel Victron avec des batteries Pilontech chez lui pour profiter de l'énergie solaire dont il dispose et réduire un petit peu la consommation sur le réseau. Il a un abonnement 3 kVA, 3 kVA au niveau d'EDF, donc il lui a été conseillé un onduleur 3 kg avec un peu plus de, je sais plus, 1000 ou 2000 watts de panneaux, je ne sais plus trop. En tout cas, il y a des panneaux solaires qui ont été installés en conséquence, c'est pas vraiment le sujet ici. On lui a conseillé une seule batterie, un seul onduleur. En tout cas, il a acheté sur internet directement et il a posé par lui-même. Donc c'est du do it yourself. Puis il a fallu qu'il le paramètre et il n'avait pas réellement les compétences en tant qu'électricien. Il a été conseillé par un ami, visiblement, pour passer par moi et permettre de paramétrer à distance le système. Je suis donc intervenu aux alentours du 28 mars, 1er avril sur cette installation. Donc il a un Easy Solar 3 kg, une seule batterie US 3000 Pilontech. Sur cette installation, il avait besoin qu'on lui fasse une programmation ESS. Cependant, il y avait un petit problème parce que c'était toute son installation qui était branchée dessus. Et à chaque fois qu'on fait un paramétrage ou une mise à jour, ça redémarre le système. Et du coup, ça coupe le courant de la maison et donc de la box internet. Donc on avait un problème de connexion, disons. Il y avait possibilité de faire autrement avec le Wi-Fi et autres, mais ça n'a pas été fait. Moi, j'ai conseillé d'installer un inverseur de source. Il a donc commandé un inverseur de source et je lui ai fait un petit schéma sur papier pour qu'il puisse le câbler. Cependant, le schéma, c'est un schéma un peu générique. Lui, il a décidé de le refaire pour mieux comprendre, donc très bien. Mais quand il a reçu l'inverseur de source, eh ben, c'est un peu perturbant. J'ai fait une vidéo sur l'inverseur de source. Les bornes ne sont pas forcément là où on croit. La façon dont le câbler, c'est pas forcément comme on le pense. Donc il a fait un premier câblage qui n'était pas bon, qui créait des courts-circuits, des inversions. Donc il y avait un premier petit conflit, c'était pas évident. Il a fallu refaire des schémas, il m'a montré comment il l'a branché, donc c'était pas bon, il a fallu qu'on refasse un ou deux schémas derrière pour qu'il puisse comprendre le numéro des bornes et tout.
Puis il a eu un autre schéma plus générique, toujours à main levée, c'est pas moi qui l'ai fait, pour recentrer un petit peu la chose. Et on a fini par réussir à avoir un inverseur de source câblé. De manière... bon, c'est pas un électricien qui l'a fait. Enfin, il y a un électricien qui est intervenu, je crois, mais bon, vous voyez la photo. On a pu, au final, paramétrer le système, mais ça a pris un certain temps, si vous voulez. Comme vous voyez là, vous voyez, c'est le nombre de coups de fil qu'on a eu. Vous voyez, il y en a quand même pas mal. On a plusieurs jours. Hein, on a le 28 mars, on a le 1er avril, on a le 19 avril, on a le 18 avril, je crois. Enfin, on a plusieurs jours. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu plusieurs modifications, il y a eu plusieurs choses qui se sont passées au niveau de l'installation. Le premier jour a suffi pour faire le premier paramétrage, mais il y a eu une sorte d'incompréhension. Et à chaque fois qu'il y avait une intervention, il y avait plusieurs appels, parce que justement, comme la box coupait et que ça mettait 8 minutes à revenir, bah moi, je proposais au client de raccrocher. J'attendais que la connexion revienne, puis je le rappelais après, ça servait à rien de lui facturer des minutes en trop. Donc à chaque fois, plutôt que rester à poireauter au téléphone, voilà, on raccrochait, on relançait, puis parfois il y avait une coupure de communication autre. Donc c'est pour ça qu'il y a plein de petits appels, c'était un petit peu laborieux. Au niveau des interventions que j'ai faites sur le système, je vous fais une vue d'ensemble un peu, puis après on va zoomer sur la problématique. On voit ici la liste de toutes les interventions qui ont été faites sur le système dans la période où je suis intervenu. Il n'y a pas que moi qui suis intervenu. Toutes les zones grisées, on ne voit pas très bien là sur l'écran, mais je vais zoomer un petit peu. Toutes les zones grisées, c'est l'intervenant extérieur, soit le client, soit le vendeur de matériel qui est intervenu. Les zones en orange, ce sont tous les moments où il y a une modification de paramétrage, et les zones en rouge, ce sont les mises à jour. Donc j'ai plusieurs jours, plusieurs interventions, c'est assez complet, donc j'ai toute cette liste-là, notamment le 1er avril où je suis intervenu à peu près 8-6 fois. À chaque fois que ne serait-ce que consulter l'écran, c'est inscrit dedans. J'ai pas le 28 mars, j'ai pas tout mémorisé les différentes interventions, mais c'est pour que vous voyez qu'il y a énormément de connexions au système, des modifications, ajuster des paramètres parce qu'on tâtonne un peu vu que ça doit être adapté à la demande du client. Dans un premier temps, on fait un paramétrage, une mise à jour, on regarde si ça marche bien, le client il donne son avis, on doit changer un paramètre donc il faut reparamétrer. Donc ça prend un certain temps et on a quand même une possibilité de se tromper, d'avoir une mise à jour qui passe mal, parce qu'à chaque fois que la box est coupe, ça peut être une mise à jour qui passe mal, donc il faut revérifier si la mise à jour est bien passée, donc il faut retélécharger le fichier, réinstaller sur l'ordinateur et voir si c'est bien passé. Ensuite on remet en service et on regarde, on attend quelques minutes que le VRM communique les courbes et on voit si ça réagit comme on souhaite. C'est pas si évident que ça. J'ai eu une journée le 19 avril où j'ai eu presque toute la journée du paramétrage. Vous voyez, il y a toute une liste de paramétrages avec des mises à jour pour corriger des bugs et autres. Ça a été relativement long, relativement compliqué. C'est pour vous donner un peu l'idée de l'ampleur de la tâche lorsqu'il y a ce genre de paramétrage. Ouais, c'était juste pour vous donner un aperçu. Le paramétrage que j'ai installé chez ce monsieur, en fait, il fallait mettre un ESS. Donc j'ai utilisé le logiciel VE-config, j'ai validé la norme VDE, j'ai rentré les différents paramètres de charge, les paramètres de 130 volts, les contraintes de la batterie et les contraintes de charge. J'ai installé l'assistant et je l'ai configuré. Et ça a permis d'être compatible avec les pylons tech, compatible avec d'autres systèmes, pour que tout ça puisse gérer des flux d'énergie. Parce qu'il était question d'être connecté au réseau, d'être en autoconsommation, de préférence en zéro injection, mais de gérer des flux d'énergie entre le réseau, le solaire, les batteries. Donc il y avait une nécessité d'avoir l'ESS. Donc une fois que j'ai fait ce paramétrage-là, le client m'a payé ma première heure de paramétrage, après à peu près 1 heure, 1 heure et quart. On fait un point le lendemain, on regarde les courbes, comment elles sont passées, qu'est-ce qui s'est passé sur le VRM, parce que je n'avais pas assez d'historique vu qu'il n'était pas paramétré. Je constate qu'on a de nombreux pics de puissance qui dépassent la puissance de l'onduleur. On a régulièrement des puissances qui atteignent les 3200, 3400, 3600 watts, alors que son onduleur est un 2400. Donc évidemment, on va manquer d'énergie au niveau de l'onduleur, donc on est obligé d'aller chercher sur le réseau. Globalement, le système fonctionnait bien, donc sur les 2-3 jours où on a suivi, on a quand même le pourcentage dans les batteries qui est descendu pendant la nuit parce que ça utilise l'énergie des batteries pour alimenter la maison. Le jour, c'est rechargé avec le solaire, ça stocke le surplus et ça alimente, donc ça fonctionnait globalement bien. Cependant,
le client il a remarqué un certain nombre de fonctionnements qui ne lui plaisaient pas. Et là, je vais vous montrer les copies d'écran que le client m'a envoyées. Je comprends parfaitement que le client a eu des questions à ce moment-là. Et là, on va essayer d'expliquer. Donc, je vous montre à peu près 7 copies d'écran un peu difficiles à comprendre dans un premier temps. Donc là, on a une situation où les batteries sont à 33%, ce qui n'est pas si bas que ça. On a du soleil, on a une consommation électrique qui est inférieure à la puissance du soleil. Et le client se demande pourquoi de l'énergie vient du réseau. Là, je ne vous donne pas l'explication, on voit ça après. Ensuite, un peu plus loin, il décide de couper le réseau, parce qu'il se dit, je ne comprends pas pourquoi ça prend sur le réseau. Et là, on se retrouve avec 200 watts de panneaux solaires, 90 watts de consommateurs, et les batteries qui sont descendues à 22%. Ensuite, il remet un peu le réseau, il se dit, bon bah voilà, les batteries sont un peu descendues, il faut que ça remonte. On se retrouve dans une situation où il n'y a pas de soleil, on est très tôt le matin, ça consomme 100 watts sur la maison, et lui il voit qu'il y a encore 25% dans les batteries, mais qu'on consomme 3 fois plus sur le réseau. Il se dit c'est pas normal, il y a de l'énergie dans les batteries, pourquoi on consomme sur le réseau? Ensuite on a une situation où les batteries sont à 13%, il n'y a toujours pas de soleil, on consomme que 100 watts sur l'installation, et l'onduleur va chercher 2100 watts sur le réseau. Il se dit c'est pas possible, j'ai pas demandé au réseau de recharger les batteries, moi je veux que ce soit le soleil, je veux pas que ce soit le réseau. Donc pareil, interrogation, SMS, copie d'écran, petite incompréhension du client. L'autre situation, c'est à 8 heures, le soleil est levé, le pourcentage batterie commence à remonter puisqu'on a pris de l'énergie sur le réseau et sur le soleil pour recharger les batteries, donc on est passé à 23%. Le client se dit 23%, bon le soleil va faire le taf. On produit à peine assez avec le soleil, mais on consomme que 210 watts sur la maison. Donc pourquoi il me prend 520 watts sur le réseau? Je ne trouve pas ça normal. Un peu plus loin, le lendemain, je crois, 4h50 du matin, il fait nuit, les batteries sont à 26%, il ne consomme que 118 watts sur la maison, et pourtant il y a 405 watts qui sont pris sur le réseau. Pareil, incompréhension. Là, je n'ai que les copies d'écran des moments où il se pose des questions. Les autres copies, il n'a pas fait des copies d'écran pour tous les moments où il n'y avait pas de souci. Il a constaté ces moments-là, il a observé, il a vu, donc il a fait une copie d'écran. 10h40, le soleil envoie un peu plus de patates, on est à 840 watts de soleil, on ne consomme que 100 watts sur la maison, les batteries sont à 35% et pourtant on prend 130 watts sur le réseau. Pareil, comment ça se fait qu'on prenne 130 watts sur le réseau? Alors, je vais vous montrer maintenant les courbes de VRM, parce que le client, il a vu ça sur son écran. Mais par contre, ce qu'il n'a pas vu, ce sont les différentes courbes et les suivis, pourquoi ça se passe comme ça. Moi, je vais vous donner une explication, peut-être que vous comprendrez mieux le système ESS après. D'abord, je vais vous donner une information concernant l'écran. Que vous ayez un écran du Cerbo GX ou que vous ayez la console à distance sur votre téléphone, les différents carrés rouge, bleu, vert ne sont pas actualisés en même temps. Pas toujours. On peut avoir une petite demi-seconde de décalage. Donc on peut se retrouver avec des situations où les watts, on ne sait pas où ils sont partis. Mais en fait, l'affichage n'est pas forcément rafraîchi à la même vitesse un peu partout. D'accord? Donc on peut se retrouver en faisant des copies d'écran ou en faisant une vidéo à avoir des incohérences rigolotes. Enfin, moi je dis ça rigolo. Avec trop d'énergie d'un côté et on ne sait pas où elle va de l'autre. Donc il convient de ne pas saisir le moment instantané, mais de regarder la tendance. Comment va l'énergie? D'où elle vient? De manière tendancielle, parce qu'on peut très bien avoir des pics de puissance quelque part, un pic de consommation en 230 volts sur la maison, et puis à un moment donné il est parti, puis on le voit encore d'afficher sur le réseau. Vous voyez, on peut avoir un décalage. Donc à partir du moment où on fait une totale confiance à l'écran en se disant c'est forcément fiable en instantané, on va se gourer. C'est sûr et certain, on va se gourer. Il faut que la mesure soit stable. C'est un peu un des principes que j'ai quand je fais des mesures sur les onduleurs et sur les appareils dans mes vidéos. Je ne fais pas des mesures fugaces comme ça. Si ça bouge, c'est que c'est pas bon. Il faut que ce soit fiable, stable. Sinon, je ne peux pas faire des relevés. Je ne peux pas dire, bah voilà, c'est stable, je mesure. Parce que sinon, si c'est tout le temps furtif, il faut dire, ah oui, regardez, là c'est monté là, là c'est monté là. Ça va pas être possible. Donc si on fait comme ça, qu'on fait des copies d'écran à des moments furtifs, on va forcément avoir des soucis. Cependant, il y a des moments dans les copies d'écran où c'était stable. Effectivement stable.
Et on va voir que les courbes du VRM vont nous révéler ce qui s'est réellement passé. On a trois courbes. On a la courbe on a deux courbes de puissance, une courbe de pourcentage batterie qui est au milieu. Le pourcentage batterie n'est pas très élevé, on est entre 23 et 29%. Le soleil est en train de revenir. Donc on va se concentrer sur les puissances. Si on regarde les puissances, on a d'abord la sortie. On est le 30 avril, on est le surlendemain du paramétrage. J'ai laissé passer 1 ou 2 jours pour qu'on puisse voir ce qui se passe. On voit qu'on dépasse assez facilement les 3000 watts. Il faut savoir que sur le VRM, quand on zoome sur le VRM, les courbes s'affinent et on voit des fois que ça monte beaucoup plus haut. Mais là déjà, en étant sur 24 heures, on voit que les 3000 watts sont dépassés facilement, les 2500 watts facilement. L'onduleur fait 2004. Et c'est récurrent. Donc ça ressemble à une pompe à chaleur ou un frigo ou quelque chose qui démarre régulièrement, ou une pompe à eau peut-être qui démarre régulièrement et qui consomme comme ça. Ou je ne sais quel autre, un sèche-serviette par exemple. Quelque chose qui démarre un petit peu régulièrement et qui prend de l'énergie. Donc je me suis dit, on va regarder ce qui se passe. On voit qu'il y a une sorte de moyenne basse de consommation qui est aux alentours de 250-300 watts, un petit peu permanente. On a des petits pics qui vont arriver dans les 800 watts, mais de temps en temps ils vont descendre, mais de manière très très fréquente, peut-être toutes les 2 minutes. On a des pics à peu près toutes les heures, aux alentours de 2800-3600 watts. Et donc pour illustrer, là j'ai pris minuit 18, je crois que c'est ça, minuit 18, on est à 2846 watts, d'accord? Pas de problème, hein, l'onduleur plus le réseau peuvent le faire. Alors qu'est-ce qui se passe au niveau réseau à ce moment-là? À la même minute, on consomme sur le réseau 3312 watts. Donc première question, comment ça se fait qu'il y a plus d'énergie sur le réseau qu'en sortie? Alors, si on regarde le profil de cette courbe, on voit que jusqu'à un certain horaire, il y a eu très peu de consommation sur le réseau. D'accord? Très peu de consommation sur le réseau, parce qu'on n'avait pas eu besoin. Il est même probable que le client ait débranché le réseau, parce qu'il y a eu des situations où il a débranché le réseau, on va voir plus tard. Ce qu'on voit, c'est que la moyenne des consommations sur le réseau est à peu près équivalent à la moyenne des consommations en 230 volts sur cette période-là. Pourquoi? Parce qu'il fait nuit. Et que la batterie ne suffit pas à alimenter la batterie et l'onduleur ne suffisent pas à alimenter la moyenne de consommation. Ça permet d'alimenter une partie, mais pas tout. Parce que on a vu tout à l'heure que de toute façon le pourcentage descend dans la nuit. Et on est descendu à 20 et quelques %. Donc la batterie n'a pas suffi. Donc il a bien fallu prendre de l'énergie sur le réseau. Pourquoi on a l'impression que sur le réseau on prend plus d'énergie qu'en sortie? C'est parce qu'il y a un rendement. La charge-décharge de batterie et l'onduleur lui-même ont un rendement, donc à peu près 15% d'écart. C'est normal que quand on manque d'énergie pendant la nuit, une fois que la batterie est vide, sachant que là on est sur une batterie de 4 kWh utile, ça va très très vite, hein, avec 2000 watts ou 1000 watts, en quelques heures la batterie est vide. Donc il est évident qu'à un moment donné il faut prendre de l'énergie quelque part. Donc la moyenne des puissances sur le réseau va être un peu plus élevée. D'accord? Un système sur batterie, ça consomme de l'énergie la nuit, ça en produit le jour. Là, ce qu'on voit, c'est que on a un pic de 3112 watts en même temps que les 2800 watts de tout à l'heure. La différence, c'est le rendement de l'onduleur et la charge de la batterie. D'accord? Pourquoi la charge de la batterie? Parce que la batterie, elle va déjà pas bien. Elle est déjà pas très élevée en pourcentage. Le système, il a détecté que la puissance nécessaire de la maison était supérieure à la capacité de la batterie. Était même supérieur à ce que le réseau pouvait fournir, puisqu'on a limité à 15 ampères. Donc il anticipe et il se dit, il faut que je stocke un peu d'énergie, il faut que je maintienne le pourcentage dans la batterie pour les prochains pics qui vont arriver, parce qu'il le sait, il a la puissance moyenne, il y a des paramètres cachés à l'intérieur de l'ESS. Donc on a à chaque fois qu'on a des pics de puissance, on a une réaction du système qui est un petit peu décalée dans le temps, donc dans un premier temps on prend sur la batterie, d'accord ? Et peut-être une minute après, on prend sur le réseau. Le temps qu'on se dise, ah bah oui, mais la batterie, elle va pas pouvoir. Donc on prend sur le réseau. Mais on prend un peu plus parce qu'on recharge ce qui manque dans la batterie. D'accord? Il y a un autre paramètre qui est important, je vais en parler ici, c'est le battery life. On a par exemple ici, je crois que le réglage était à 30%, mais il y a des moments où il était à 15%. Le client, il avait baissé le pourcentage de la batterie, c'est-à-dire le seuil minimum de batterie en dessous duquel il ne faut pas aller. Donc quand on règle ce seuil minimum, admettons, à 20%,
Donc le système accepte de compenser les consommations de la maison dans la limite de la puissance de l'appareil et dans la limite de la réserve d'énergie. Donc il va brider à 20%. Cependant, même si la batterie est arrivée à 20%, quand on a des à-coups de puissance, l'onduleur va toujours accompagner le réseau. D'accord? Parce qu'on est dans un cas où le réseau ne suffisait pas réellement. Parce qu'on a dit, tu ne dépasses pas les 15 ampères sur le réseau. Donc à chaque fois qu'il y a un pic de puissance, l'onduleur accompagne pour pas que le réseau soit en surcharge. Donc à chaque fois, on prend un petit peu d'énergie dans la batterie. D'accord? Donc on la décharge quand même un petit peu. Le système tout seul consomme un petit peu aussi, une vingtaine de watts, peut-être une trentaine de watts. Donc il faut le compenser aussi, ça. Donc on peut se retrouver avec 100-150 watts de manière un peu parasite à prendre sur le réseau en plus pour maintenir ce seuil batterie. D'accord? Si par hasard le soleil n'a pas suffi la journée précédente pour remonter à 100%, le battery life va corriger le pourcentage que le client a mis de 5%. Par exemple, admettons on a mis les 20%. Si la veille, le 100% n'a pas été atteint, il se dit, il n'y a pas eu assez de soleil, c'est pas la période, on va donc passer à 25%. Donc on va réduire la capacité utile de la batterie. Mais il va peut-être le faire à minuit, ça. Et si à minuit on est déjà à 20%, il dira, non, il faut monter à 25%, donc il va prendre sur le réseau pour monter à 25%. D'accord? On a des situations comme ça où volontairement on prend sur le réseau parce que, étant donné que la réserve d'énergie n'est pas cohérente avec la quantité d'énergie produite et consommée, on va se créer une sécurité en prenant sur le réseau pour maintenir la batterie. Donc on peut avoir des situations avec 2000 watts sur la batterie. D'accord? Qu'est-ce qui se passe? Donc exactement comme je l'ai expliqué précédemment. Donc en synthèse, lorsqu'on regarde ces courbes, on voit qu'il y a un décalage dans le temps parce que le système il réagit à la cause. Il y a toujours un décalage dans le temps, donc c'est normal que les puissances ne soient pas cohérentes en entrée et en sortie, puisqu'il réagit en fonction des paramètres qu'il a et de ce que donne comme commande la batterie. D'accord? La puissance demandée est de 2646 watts là. Or, l'onduleur et la batterie sont limités à 2400. Donc on sait déjà qu'on a 400 watts qui se baladent. Donc dans un premier temps, il y a 2400 watts qui peuvent venir de la batterie. C'est même pas dit qu'on atteigne les 100% de la puissance de l'onduleur, on peut le brider d'ailleurs. Et 446 watts qui va venir du réseau. D'accord? Puis, il faudra recharger la batterie pour compenser les pertes qu'on a eues. D'accord? Parce qu'on a eu besoin de 2400 watts en alternatif, mais sur la batterie, on a peut-être pris 2600 ou 2700. Et on a creusé la batterie. Donc pour compenser et assurer le pourcentage, on va les prendre un petit peu sur le réseau pour compenser ces pertes. Tant qu'il ne fait pas jour. D'accord? Si le soleil est suffisant pour remonter le pourcentage, on va limiter l'énergie qu'on va prendre sur le réseau. Sauf si on n'a pas atteint le pourcentage. Et sauf si on est toujours en surcharge. D'accord? Donc en fait, avec tous ces paramètres, ça explique pourquoi, dans ce cadre-là, on n'est pas vraiment bon sur l'affichage et sur les copies d'écran. Parce qu'on a un onduleur qui est un peu trop petit, on a une batterie qui est trop petite, on a des appels de puissance qui ne sont pas cohérents avec le système, et le SS, il essaye de se débrouiller avec tout ça. D'accord? Mais du point de vue du client, c'est compliqué. Donc il faut expliquer ça. Le lendemain, on voit des pics de puissance à 3724 watts, d'accord, sur la sortie des consommateurs. Je ne l'ai pas inventé, c'est sur les courbes. Hein. On a des pics de puissance, donc ça doit être le four, je pense. Non, ce jour-là, voilà, 12h57, on a eu les pics, c'est le midi, ça doit être les fours ou les plaques électriques. Ce jour-là, on a eu à 9h23 une puissance qui est rentrée dans les batteries de 170 watts. D'accord, c'est la puissance des panneaux solaires qui allait dans les batteries. Et au même moment, on avait 2414 watts de demandés en 230 volts. Mais il n'y en avait que 100 et quelques qui venaient du panneau solaire. Vous voyez, ça fait des pics. Qu'est-ce qui s'est passé? On a pris 1683 watts sur le réseau. On a eu des pics aussi. Et là, la batterie, elle n'était pas très très faible en pourcentage, mais toutefois, elle n'était pas non plus à 100%. Donc on a quand même de l'énergie qui venait du réseau. Vous voyez, là, on a le contre-exemple. On a moins d'énergie qui vient du réseau que d'énergie consommée, parce qu'il y avait quand même une réserve dans la batterie. Donc on a quelque chose qui est flottant, comme ça, qui s'adapte à l'image de tout à l'heure, la courbe de pourcentage qui montait, qui descendait. Je vous la remontre ici de manière
cohérente quand on dézoome, mais quand on zoome et qu'on regarde à la minute, à la seconde, eh ben, c'est pas cohérent. Donc, le client n'était pas content. Donc, ce qui s'est passé, c'est que, spécifiquement pour ce client, vu qu'il avait tendance à débrancher EDF, parce qu'il disait, ben, c'est pas possible, ça peut pas consommer sur le réseau, il y a de l'énergie dans la batterie. Donc, il avait tendance à couper lui-même, il ne laissait pas le système ESS fonctionner tout seul, donc il avait des situations de surcharge très fréquentes. Et donc, je lui ai proposé de faire un autre type de paramétrage que voici, où je lui ai dit, ben voilà, on ne se met plus sur la synchronisation réseau, on n'est plus en autoconsommation, on va se mettre en semi-autonomie, c'est comme ça que j'appelle ça, et on va laisser l'onduleur aller chercher le réseau en fonction du pourcentage de la batterie. Par contre, il ne faut pas dépasser la puissance de l'onduleur. Donc le client il m'a dit ok, on ne dépasse pas la puissance de l'onduleur, donc je lui ai paramétré ça, je lui ai donné des conditions avec des puissances, dès qu'on a atteint 2500 watts pendant 30 minutes, dès qu'on atteint tel pourcentage pendant tant de temps, pendant quelques secondes, hop, on va sur le réseau, et dès que le pourcentage batterie a remonté, par exemple 20% plus haut, on se déconnecte du réseau, on laisse la chance au solaire. Donc je lui ai fait ce genre de paramétrage, j'ai enlevé l'assistant, et on a testé comme ça. Bah, sauf que on a toujours des pics de puissance, vous voyez, on est le 19 avril là. On a toujours des pics de puissance, notamment de 3600 watts. Ces pics de puissance sont assez furtifs. L'onduleur il est en surcharge à ce moment-là, le réseau est coupé. Le temps qu'il décide d'aller sur le réseau, de détecter le réseau, de surveiller la fréquence, surveiller la tension, il y a un risque de panne. Donc on a fait le test, on s'est dit on va voir si ça marche. Sauf que, effectivement, on voit que ça se connecte au réseau des fois, ça se connecte au réseau, ça se déconnecte du réseau quand il n'y a plus besoin. On a fait ce test-là. Mais à force, on a eu des pics de courant sur le réseau, on a eu des coupures de réseau, et le fusible batterie, il a cramé. Et ça a inquiété le client, il a eu peur. Déjà, on n'a pas trouvé tout de suite que c'était le fusible. Le client, il a un petit multimètre là, et multimètre qui marche plus ou moins bien, et c'est tout ce qu'il a à disposition. Il sait à peine s'en servir peut-être. Donc on était dans une situation de panne, donc ça m'a obligé à remettre le paramétrage en ESS avec à nouveau le problème de connexion internet, à nouveau tout ça. Donc ça a créé une sorte de litige et de frustration. Donc là on va arrêter de parler de ce client, mais je vais vous parler un peu plus du conseil. Donc on voit que là il y a un certain nombre de difficultés à la communication. On est dans le cadre où il y a plusieurs intervenants. On était à peu près 4, donc le client, moi, Victron et puis le vendeur du matériel. Donc c'est pas évident d'être 4 intervenants sur les paramétrages, sur tout ça. Pas les mêmes paramétrages, mais à chaque fois il y a quelque chose qui se passe. L'utilisateur il peut changer l'inverseur de source. Enfin, il y a trop de personnes qui interviennent sur le même système pour que moi, au niveau de mon dépannage ou de mon diagnostic, je puisse être fiable. On est avec une gestion des conséquences, une conséquence du choix du matériel, parce que moi j'arrive après, je constate que l'onduleur est trop petit, que la batterie est trop petite, que la consommation est trop grande, on m'a pas demandé de choisir le matériel ou de dimensionner le matériel, on est après. Si j'avais été avant, j'aurais pu conseiller un onduleur plus gros, on aurait peut-être été plus loin, mais là dans ce cadre-là, je suis après, donc je subis un petit peu. Donc je suis dans la gestion des conséquences, comme si je m'occupais du SAV alors que c'était pas mon taf. Donc c'est un peu compliqué. On est en présence d'un problème de compétence du client, ce qui est normal, puisque s'il m'appelle, c'est qu'il n'a pas été capable de le faire. Hein. C'est du do-it-yourself, donc il ne se sentait pas capable de faire, il m'appelle en tant que sachant, en tant que professionnel. Sauf qu'on a une certaine barrière de la langue, barrière du vocabulaire, on n'utilise pas forcément le même vocabulaire. Par exemple, il y a des fois où il utilisait le terme disjoncté pour dire que l'onduleur s'était éteint, alors que moi je pensais que c'était le disjoncteur qui avait sauté, donc on a des petits moments où on ne se comprend pas. Il faut savoir que le client dans ces situations-là, ce sont mes mains et mes yeux sur place, mes oreilles aussi, c'est mon intervenant sur place. C'est-à-dire que s'il n'a pas un minimum de compétences, tournevis, dénudage, sécurité électrique, mise en sécurité, il ne peut pas être mes mains. Il ne peut pas faire à ma place. S'il était capable de le faire, peut-être qu'il ne m'aurait pas appelé. Donc il y a quelque chose qui se passe à ce niveau-là, qui est assez délicat, parce que moi, si je lui dis de faire quelque chose, qui pense faire comme j'ai dit, mais qui se trompe et qu'il a un problème, matériel ou humain, quelque chose de grave ou pas, incendie, ce qu'on veut, lui va jurer mordicus que c'est moi qui lui ai dit de faire ça, et moi, comment je fais pour vérifier qu'il a bien fait les choses? D'accord? Je me repose sur lui, alors que lui se repose sur moi. Vous voyez le problème? Donc en fait, il faut savoir que quand on en vient aux mains,
quand on en vient à agir sur le système en tant que client, suite à un conseil téléphonique, c'est pareil pour l'informatique, hein, le gars au bout du fil, il vous dit bah, faites ça, cliquez là, tapez tel code, tapez ça. Si on ne retranscrit pas fidèlement ce que nous dit la personne au téléphone et si on ne lui rend pas compte de manière claire, avec des codes clairs, on ne peut pas être fiable. On ne peut pas faire un diagnostic et des hypothèses fiables. On est dépendant du client, on est dépendant de ce que voit le client, de ce qu'interprète le client, de ce qu'il comprend, de ce qu'il a envie de nous montrer, de ce qu'il a envie de nous dire. On est dépendant de tout ça. Donc, c'est quelque chose de compliqué. D'accord ? Lorsque j'accompagne des personnes qui ont énormément de compétences, mais qui ont besoin quand même d'être rassurées dans ce qu'ils vont faire, et que quand je leur dis couper le disjoncteur des panneaux solaires, ils savent ce que c'est que le disjoncteur des panneaux solaires. Quand je leur dis éteignez l'onduleur, coupez le sectionneur batterie, donnez-moi le pourcentage qu'il y a sur les batteries, ben, il va me demander le pourcentage qui est sur les batteries, pas le pourcentage qui est sur l'onduleur ou sur le régulateur. Vous voyez, là c'est intéressant effectivement parce que lui il a des compétences à ce moment-là et il peut les mettre en œuvre avec des nouvelles connaissances qu'on lui donne au téléphone. Par contre, quand la personne est complètement perdue et qu'on le découvre à la dernière minute un peu, parce que des fois on le découvre, c'est un peu entamé, et ben il faut savoir dire stop. Il faut savoir être clair, il faut savoir dire au client, bah écoutez, vous êtes incompétent. Le mec il va dire, tu te fous de ma gueule. Bien sûr que je suis incompétent, sinon je t'appellerai pas connard. Mais non, en fait, il y a un moment donné où si on constate, en tant qu'intervenant extérieur, que l'intervenant sur place n'est pas capable de faire, alors il faut s'arrêter là, il faut contacter quelqu'un pour être en présentiel, donc de préférence un artisan local compétent pour faire les choses. Donc moi, il y a des moments, il y a eu notamment pour ce client, je lui ai conseillé Christophe Denersol, je vais lui faire de la pub, je lui ai donné le numéro de téléphone pour lui dire, bah voilà, là il y a quelque chose sur place, il faudrait qu'il intervienne pour venir voir pour ça. Bon, il ne l'a pas fait, il a continué avec moi parce qu'il s'est senti capable et tout, puis finalement, il aurait vraiment dû appeler. Parce qu'ils étaient à 20 km l'un de l'autre, donc il y avait moyen de faire quelque chose. Mais il y a des moments où le conseil c'est bien, mais peut-être faut le faire en plusieurs étapes, et il ne faut pas tout reporter sur la personne que vous avez au bout du fil, en l'occurrence moi, ou quelqu'un du SAV Victron, ou quelqu'un d'autre. C'est pas parce qu'on vous dit à distance, bah voilà, sur le VRM on voit que ça, que dans la réalité c'est vrai, parce qu'il peut y avoir un petit décalage d'une minute avec les courbes, il peut y avoir des relevés qui sont faux, il peut y avoir des appareils de mesure qui ne sont pas mis au bon endroit, il suffit que vous ayez votre batterie qui soit mal branchée, votre régulateur solaire qui ne soit pas branché comme il faut, que vous ayez des déperditions dans les câbles, que vous ayez un contrôleur batterie qui est mal branché et tout. Il y a des choses qu'on peut détecter en tant que spécialiste, mais il y a des choses qu'on ne peut pas. Donc se baser sur des informations fausses, c'est un peu dangereux. Et on en vient au problème de relationnel et de pédagogie. Ce métier-là nécessite d'avoir un certain sang-froid qui n'est pas facile à avoir un bon feeling avec les gens, ce qui n'est pas facile non plus parce qu'il y a des personnes au bout du fil qu'on sent ou qu'on sent pas, je sais pas comment on peut dire ça, il y a des personnes avec qui on s'entend très bien tout de suite, ça veut pas dire que tout se passe bien, mais à qui on s'entend bien, puis il y a des personnes avec qui c'est un peu dur, mais peut-être que c'est plus protocolaire et peut-être c'est mieux. On peut pas toujours savoir si on est dans un cas positif ou un peu borderline, vous voyez. Donc le relationnel, il est un peu à jauger, à la limite dans ces cas-là, il faudrait faire 2 rendez-vous. Il faudrait faire un premier rendez-vous pour voir l'état des lieux, voir si on peut se comprendre, et après un deuxième rendez-vous pour, bah voilà, on met les mains dans le cambouis, là on est sûr que les compétences sont là, les prérequis sont là, on est sûr des références matérielles, on est sûr de tout, on y va. Donc ça nécessite de pas trop se précipiter. Et au niveau de la pédagogie, alors effectivement, il faut essayer de redescendre un peu en compétences, de pas être trop haut dans ses chevaux, dans ses grands chevaux, éviter de dire bon, moi je connais tout, toi dis donc, pour comment ça se fait que tu sais pas ce que c'est qu'un tournevis. Bon, c'est peut-être pas le tournevis, mais il y a des moments où il faut redescendre au niveau de la personne qui est en face si elle n'a pas les compétences. Alors ça peut être difficile d'abord parce que peut-être qu'on n'a jamais eu ce niveau, donc on ne sait pas où il est. Moi je sais que j'ai toujours bricolé, j'ai toujours su pas mal de choses en énergie. Et donc il y a certains niveaux assez bas que je me souviens pas avoir connu réellement, à part peut-être quand j'avais 8 ans, donc c'est pas évident. Et puis c'est pas parce que j'ai l'impression que je redescends au niveau que je parle avec le bon vocabulaire. Et si je descends trop bas, la personne va croire que je la prends pour un con. Donc il y a ce petit côté-là qui est un petit peu spécial. Et malgré tout, malgré cela, au final, il y a une responsabilité à prendre.
il y a une responsabilité du technicien, qui est le sachant au bout du fil, mais il y a une responsabilité aussi de la personne qui appelle. Comment dire, on est responsable de ce qu'on dit, on est responsable de ce qu'on voit, de ce qu'on communique. Parce que le technicien, au bout du fil, il ne peut pas s'engager sur tout. Même si légalement, on va avoir tendance à vouloir tout lui mettre sur le dos, il va falloir partager la responsabilité un petit peu. Donc, il va falloir changer un certain nombre de choses. Je viens sur le côté légal rapidement. Alors, je vous montre des textes, parce que c'est ceux qui sont plus faciles à montrer avec des copies d'écran. Dans mon métier, en tout cas dans le conseil et le dépannage, le devis est facultatif. Sauf si je suis par exemple installateur de chaudière et que mon conseil et mon dépannage consiste à réparer la chaudière. Et que c'est mon métier et que je dois intervenir à un moment donné. Là, c'est pas le cas, je suis extérieur. Moi d'ailleurs, je ne suis pas artisan du bâtiment. Si je fais du paramétrage, c'est quelque chose d'informatique. Alors c'est vrai que ça touche un peu à l'habitat, mais ça ne nécessite pas de décennale. Sauf si je devais dépanner quelque chose de structurel de la maison. C'est-à-dire, sans ça, la maison est impropre à la consommation. Mais en général, c'est pas le cas. Donc il n'y a pas d'obligation à ce niveau-là. Il n'y a pas d'obligation de devis. Sauf si on se retrouve avec quelque chose qui est supérieur à 100 €. Auquel cas, il faudrait faire un devis, ça serait quand même pas mal. Et le prix, à partir du moment où le prix est déterminé ou déterminable, pareil, il n'y a pas besoin de devis. Donc si je vous dis que je suis à 70 € de l'heure, le fait de passer du temps avec vous, le prix est déterminable. Vous savez à l'avance que je suis à 70 € de l'heure pour ce conseil-là. Bon, des fois, je ne suis pas aux pièces. Des fois, on peut discuter de 2-3 trucs. Je précise, vous inquiétez pas, les 5 minutes qu'on vient de passer, là, je ne les facture pas. Mais toujours est-il, c'est qu'à un moment donné, si vous sentez que vous ne pouvez pas dépenser plus de 150 €, au bout de 2 heures, peut-être il est temps de se dire « Ah, j'ai passé 2 heures, alors c'est à moi aussi de vous dire, bon voilà, on est rendu à 1 heure, on est rendu à 2 heures, là on est rendu à telle somme, on est rendu là, mais à partir du moment où il est déterminable, on n'a pas besoin de devis. Ça ne veut pas dire que je ne peux pas faire un devis, mais pour cette activité-là, on n'est pas obligé. Donc on a notamment le code de la consommation qui l'explique. Lorsque le prix ne peut pas être raisonnablement calculé à l'avance du fait de la nature du bien ou du service, le professionnel fournit le mode de calcul du prix, s'il y a lieu, avec les frais supplémentaires de transport et autres. Donc, on n'est pas obligé, ça ne sert à rien de me dire, monsieur, je ne peux pas vous payer parce que vous ne m'avez pas fait de devis. Non, si j'ai passé 3 heures avec vous, vous me réglez les 3 heures, éventuellement on peut négocier, mais voilà. Donc, c'est un point important. Concernant l'avenir des conseils, alors moi je vais passer là 3 mois un petit peu en convalescence et en repos juillet, août, septembre 2025, je précise pour ceux qui verront la vidéo plus tard. Je vais un peu réfléchir à tout ça, comment je mets en place les choses. Je pense qu'à l'avenir, suite à quelques conseils un peu difficiles comme ça, je vais mettre en place une sorte de charte, une sorte de... Non, des conditions spécifiques au conseil et au dépannage. Je vais donc certainement les communiquer. Je vais certainement les annoncer au début de chaque conseil pour que la personne puisse approuver. Peut-être que j'aurai recours à l'enregistrement systématique de l'approbation de la personne ou du rendez-vous. Je ne sais pas encore. Parce que ce qui est dit à l'oral, des fois, ça peut être contesté. Je vais peut-être aussi avoir recours à une automatisation et un paiement à l'avance des conseils, au moins pour la première heure ou la première demi-heure, je ne sais pas encore. Voilà, j'avais mis en place un calendrier Google, mais ça ne marche pas, je ne l'ai pas actualisé, je vais plutôt passer par SumUp, il y a un booking qui a l'air assez sympa, un peu comme quand on réserve des rendez-vous chez le médecin. Donc je vais peut-être passer comme ça, et je vais aussi restreindre un certain nombre d'activités, c'est-à-dire qu'il y a des choses que je ne ferai pas. Il y a des matériels auxquels je n'interviendrai pas plus que le simple conseil. C'est-à-dire que je veux bien accompagner un peu, mais je ne donne pas l'ordre de faire. Voyez, si je dois intervenir après un collègue qui a vendu le matériel Victron, par exemple, il faut privilégier le paramétrage par celui-ci. Donc, je vais essayer de me mettre des contraintes comme ça pour éviter de tomber dans des pièges un peu difficiles. Et donc, ce sera comme ça. Je pense que je me donnerai des limites. Je ne les connais pas encore. Je vais les mettre noir sur blanc. Donc, j'espère qu'avec cette vidéo, vous avez un peu mieux compris la difficulté et ce qu'on attend à la fois du client et du professionnel quand on fait des conseils téléphoniques. Sur les centaines de conseils que j'ai faits,
ces dernières années, j'ai peut-être eu 3 personnes qui n'étaient pas très contentes. Mais c'est parfois des personnes qui sont pressées, qui veulent tout de suite leur schéma, ou alors qui m'ont demandé quelque chose que finalement c'était pas dans mes compétences, donc je les ai remboursés et puis on est passé à autre chose. Donc voilà, ça peut arriver, mais j'aimerais bien que ça m'arrive pas. De plus possible sécuriser la chose et que je me rende pas responsable de choses graves, quoi. Pareil pour vous, hein, ça ne sert à rien de mourir pour une installation et pour économiser 200 €. Donc voilà, j'espère que ça a été constructif pour vous, constructif pour mon client aussi, qui va certainement regarder cette vidéo. Normalement, j'ai pas dévoilé de nom, de prénom et autres, ça devrait aller. Et je vous souhaite une bonne journée, un bon week-end, si vous voyez ça juste avant le week-end. Et à la prochaine!